personnel de formation, c'est un sujet sur lequel on conseille nos clients eh bien, dans le cadre de nos accompagnements. Donc, nous conseillons des salariés, des demandeurs d'emploi sur ce sujet et on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses questions qui gravitent autour de ce sujet. Donc, nous vous proposons eh bien, de l'aborder dans le cadre de ce webinaire. Voilà, donc je remercie eh bien, tous les participants de nous rejoindre pour cette réunion en ligne. Je vais activer le micro de Vanessa. Bonjour Vanessa, tu vas bien? Bonjour à tous. Oui, je vais très bien, merci. Donc, moi, je m'appelle Vanessa Carcret. Je suis consultante chez Catalyst Conseil et également chef de projet. Donc, je suis chargée notamment d'accompagner des personnes dans le cadre de leur projet d'évolution professionnelle et donc de conseiller ces personnes sur le compte personnel de formation. Voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous un certain nombre d'informations et aussi de pouvoir répondre à vos questions. Merci Vanessa. Bien, écoutez, je vous propose de commencer notre webinaire sur le sujet de voilà, comment utiliser votre CPF. Je vais lancer un partage d'écran et puis on va rentrer tout de suite dans notre sujet. Bien, le temps de partager l'écran et puis nous allons commencer. Voilà. Alors, avant de commencer, vous trouvez sur cette première image, en fait, de ce diaporama, pardon, nos coordonnées. Donc, vous n'hésitez pas à noter mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'envoyer des SMS au cours de ce webinaire. Donc, voilà, je suis Christophe Coupeau, consultant à Catalyst. Je suis accompagné de Vanessa. Je vais passer un petit peu trop vite la slide. Et vous avez également les coordonnées de Vanessa. Donc, on vous remettra également les coordonnées en fin de webinaire. Bien. Voici comment nous proposons d'avancer ce midi sur ce sujet. Donc, déroulement de ce webinaire, il a une durée de 45 minutes. Donc, nous sommes partis jusqu'à 13h15 hein, sur ce sujet. Voici une flèche du temps qui vous représente notre cheminement. Nous allons bien sûr vous présenter, ou revenir en tout cas, sur les fondamentaux du compte personnel de formation, tout sur le CPF. J'ai une petite coquille dans ma slide, mais ce n'est pas très grave. Donc, on va voir tous les points à savoir sur le CPF. Je pense que c'est ce que je voulais dire ici. Et puis, on abordera vers 13h un temps de questions-réponses. Donc, vous pourrez tout à fait nous poser vos questions. À savoir, il y a un chat qui est mis à votre disposition, donc auquel je vais avoir accès hein, tout au long de ce webinaire. Donc, n'hésitez surtout pas à activer le chat. C'est l'icône conversation dans votre outil de webinaire. Vous pouvez également m'adresser vos questions en utilisant donc un SMS, en m'adressant à SMS. Bien, maintenant que... Ah, j'oubliais également de préciser que ce webinaire est enregistré. Donc, nous allons enregistrer ce webinaire. Seules les voix des animateurs pourront être enregistrées. Nous allons mettre à disposition cette vidéo sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bien, nous allons pouvoir commencer. Alors, en fait, aujourd'hui, on vous propose d'aborder le CPF. Déjà, on va répondre à cette question. Enfin, je vous donne notre plan, ce que nous avons préparé avec Vanessa. On va aborder la définition du CPF. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est. On va se poser la question, voilà, suis-je concerné? En gros, qui est concerné par le CPF? Comment vos comptes, ou votre compte, pardon, est crédité, bien sûr. Nous allons parler également du bon vieux DIF, hein, le DIF que chacun commençait à connaître, à maîtriser, et puis crac, changement, le DIF est supprimé, en tout cas il est remplacé. On va voir le lien entre le DIF et puis le CPF. Nous allons nous poser la question des formations qui sont éligibles. Comment trouver la formation? Mes heures DIF sont-elles toujours utilisables? Et enfin, comment mobiliser mes heures de DIF CPF hein. C'est-à-dire qu'on va aborder ça très concrètement. On va se mettre dans la peau de faire sa demande de formation. On va parler bien sûr du site
et on va donc aborder le cas concret d'une demande de financement de formation dans le cadre du CPF. Voilà. Bien, après ce propos introductif, je vais laisser la parole à Vanessa et puis donc on souhaite vous proposer, eh bien, dans un premier temps, de répondre à la question qu'est-ce que le CPF en fait, c'est quoi le CPF, à quoi cela correspond, à quoi cela correspond-il? Bien, mais écoute Vanessa, je t'invite peut-être à prendre la main. Est-ce que tu peux nous donner des éléments par rapport au CPF et nous le définir, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, le CPF, c'est le compte personnel de formation. Donc, c'est un droit à la formation professionnelle. Il remplace donc le droit individuel à la formation dont tu as parlé tout à l'heure, donc depuis le 1er janvier 2015 dans le secteur privé et depuis le 1er janvier 2017 dans le secteur public. Donc, il s'agit d'un compte d'heures et donc ces heures vous permettent de suivre une action de formation à votre initiative. Alors, qui est concerné par le CPF? Potentiellement, toute personne à partir de 16 ans bénéficie d'un compte personnel de formation. Donc, cela concerne des salariés du secteur privé. Cela concerne aussi, sur dérogation, les jeunes à partir de 15 ans qui sont en contrat d'apprentissage. Enfin, cela concerne aussi les demandeurs d'emploi et les agents de la fonction publique, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Alors, petit aparté pour les agents de la fonction publique, donc ce compte personnel de formation, pour l'instant, vous n'y avez pas accès. Il n'est pas encore créé. Il va être créé là, courant du premier semestre 2018. Mais pour autant, vous cotisez déjà depuis le 1er janvier 2017 et vous pouvez toujours utiliser votre droit individuel à la formation pour vos formations. Ok, merci Vanessa. Donc voilà, c'est important de savoir que tout le monde est concerné en fait, mais qu'il y a des subtilités en fonction de son statut, que ce n'est pas encore actif et en place pour le secteur public. Ok, très bien. Tout à fait. Très bien. Souvent, on nous pose la question de comment mon CPF est crédité. Comment est-il crédité? Est-ce que tu peux nous expliquer ça brièvement, s'il te plaît? Alors, ce compte est crédité automatiquement. Ça n'est pas à vous de faire la démarche. C'est l'employeur qui, tous les ans, crédite ce compte, donc au premier semestre de l'année. Ok, merci. Donc effectivement, alors on a mis sur ce schéma ce petit cochon en fait, qui représente bien sûr la tirelire des heures CPF. Est-ce que tu peux nous dire, c'est crédité comment un CPF? C'est en argent en fait, tout simplement, en euros ou en heures? Non, c'est crédité en heures en fait, et ces heures ensuite sont traduites en fait en somme d'argent. Et donc le montant en fait, le tarif, on va dire, de l'heure de CPF peut varier en fonction de votre statut. Si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes salarié du secteur privé, si vous êtes fonctionnaire. Et puis ensuite, en fonction du secteur d'activité dont vous dépendez et de l'organisme financeur auquel votre employeur cotise, ce montant peut encore varier. Donc, ça peut être très différent. D'ailleurs, on le voit bien lorsque on regarde les devis de formation. On a des formations avec un tarif horaire de 15 € et d'autres avec un tarif horaire de 50 €. Donc, une heure de CPF n'équivaut pas nécessairement à une heure de formation en termes de financement. Ouais, merci Vanessa. Je pense que ça, c'est un point important à retenir, cette notion d'heures, c'est-à-dire que le compte est crédité en nombre d'heures. Et effectivement, il faut savoir que bien, à ce nombre d'heures correspond un taux horaire en fait, qui va déterminer ce que l'on va pouvoir financer. Ok, très bien. Nous allons voir. Alors, nous avons préparé une sorte de comparatif, une sorte de match en fait entre l'ancien DIF en fait, droit individuel à la formation, qui a cédé sa place au profit du CPF,
Et comme dans les esprits, le DIF commençait à être connu, à être utilisé, à s'installer, on a souhaité pertinent de le mettre au regard et en rapport du CPF. Est-ce que tu peux nous dire les changements, on va dire les distinctions entre ces deux dispositifs de financement? Oui, bien sûr. Alors, première différence, le droit individuel à la formation était attaché à un contrat de travail. C'est-à-dire que pour l'utiliser, il fallait être salarié, en fait, dans l'entreprise ou sous certaines conditions, lorsque l'on perdait son emploi et que l'on était inscrit à Pôle emploi, on pouvait aussi l'utiliser. Mais il était quand même principalement attaché à un contrat de travail. Le compte personnel de formation est attaché à une personne. Ce compte personnel de formation, il vous suit tout au long de votre carrière professionnelle et ce, jusqu'à la retraite. Donc, vos heures sont acquises, elles ne sont jamais perdues, quel que soit votre changement de situation. Si vous changez d'entreprise, si vous perdez votre emploi, vous ne perdez jamais le bénéfice de vos heures acquises au titre du CPF. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est le plafonnement des heures de formation. Donc, il y a un plafond, hein, on ne cotise pas indéfiniment au titre de la formation. Donc, pour le droit individuel à la formation, le plafond était de 120 heures. Chaque personne cotisait 20 heures par an pour arriver au bout de 6 ans à 120 heures. Donc, quand je dis 120 heures, donc, c'est pour une personne qui travaillait à temps complet. Quand on travaille à temps partiel, ce compte d'heures est proratisé, bien entendu. Pour le compte personnel de formation, c'est un peu différent. Le plafond déjà est de 150 heures. On va cotiser 24 heures par an pendant 5 ans, puis 12 heures par an pendant 3 ans pour atteindre ce plafond de 150 heures. Là encore, c'est proratisé si vous travaillez à temps partiel. Troisième distinction très importante, c'est le type de formation qui peuvent être financées par ces dispositifs. Pour le droit individuel à la formation, on pouvait financer tout type de formation. Pour le compte personnel de formation, c'est un petit peu différent. Les formations doivent être qualifiantes, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre l'obtention d'un diplôme ou d'une certification reconnue. On verra ce point un peu plus en détail plus tard pour voir effectivement quels sont les types de formations. Et ensuite, autre point très important, c'est l'accord de l'employeur. Pour le droit individuel à la formation, il était absolument nécessaire d'avoir l'accord de l'employeur, donc vous ne pouviez pas faire autrement. Dans le cadre du compte personnel de formation, c'est un peu différent. On peut le faire sans l'accord de l'employeur. Alors, vous voyez, j'ai mis une petite astérix. C'est parce que c'est sous certaines conditions. C'est-à-dire que si vous êtes salarié, vous pouvez effectivement mobiliser de vous-même votre compte personnel de formation. Par contre, ça veut dire que cette formation se déroulera hors temps de travail. Si vous souhaitez faire votre formation sur temps de travail, il faut toujours l'accord de l'employeur. Par contre, si vous faites hors temps de travail, sachez que votre employeur n'est pas informé de votre action de formation. Autre petite aparté, si vous êtes demandeur d'emploi, bien entendu, vous n'avez pas besoin de l'accord de votre ancien employeur pour mobiliser le compte personnel de formation. Vous n'avez aucun droit de regard. Par contre, là, vous devrez faire valider votre projet par un organisme habilité au titre du conseil en évolution professionnelle. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ça, le conseil en évolution professionnelle? N'est-ce pas, Christophe? Donc, le conseil... On est là effectivement pour évoquer tous ces éléments parce qu'effectivement le CPF a été institué avec une loi qui correspond à une réforme de la formation professionnelle continue et on sait que tout cela est arrivé avec un paquet de changements, de réformes en fait de l'organisation et du financement et même de l'accompagnement des salariés, des demandeurs d'emploi, de tout statut. Donc effectivement c'est important que tu précises c'est quoi nous ce qu'on appelle dans notre jargon les CEP, conseillers en évolution professionnelle? Alors, le CEP, c'est un dispositif en fait d'accompagnement qui a pour but de vous aider à faire un point sur votre carrière professionnelle et ou de vous accompagner dans un projet d'évolution professionnelle. Donc, il existe 5 organismes habilités au titre de CEP. Lorsque vous êtes demandeur d'emploi, puisque c'est plutôt de ça qu'il s'agissait là, donc ces organismes, ce sont Pôle emploi, la mission locale,
C'est aussi Cap Emploi et donc pour les cadres, l'APEC, donc l'Agence pour l'emploi des cadres. Donc que vous soyez demandeur d'emploi, c'est-à-dire inscrit au Pôle emploi ou non, d'ailleurs, vous pouvez être en recherche d'emploi et pas inscrit actuellement, il faut vous rapprocher de l'un de ces 4 organismes pour valider un projet et mobiliser le CPF. Vous ne pouvez pas le faire seul en direct. Ok, merci Vanessa. Donc on voit bien dans ce que tu précises, une information importante, c'est le fait que ce compte, ce droit à la formation devient vraiment rattaché à la personne. Donc ça, c'est un point important. Quand on dit ça, en fait, c'est dire que ce droit à la formation est désolidarisé de l'entreprise pour donner à la personne le plus d'autonomie, en fait, dans la fonction de son parcours de financement. Alors, je vois qu'il y a dans le chat une question, quelqu'un qui nous pose la question de... Alors, Manuel. Par rapport au temps partiel, notamment. Ah oui. Oui, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que c'est proratisé dans le cas d'un temps partiel? Oui. Non, en fait, ce qui est proratisé, c'est le nombre d'heures cotisées, on va dire, par an, pas le plafond, effectivement. Le plafond, il est le même pour tous. D'accord. Et est-ce que certaines personnes peuvent dépasser le plafond de 150 heures? Est-ce qu'il y a des cas où ça peut être dépassé? Alors, il y a des cas particuliers, je pense notamment à la fonction publique où les agents, qui soient titulaires ou contractuels d'ailleurs, qui sont, on va dire, au premier échelon, ce qu'on appelle la catégorie C, et qui ont un niveau de formation initiale qui est bas, donc peuvent cotiser davantage d'heures que le plafond prévu. Donc, il y a effectivement des cas particuliers qui sont rattachés en général à des conditions en termes de niveau de formation initiale. Et donc de poste aussi, de niveau de poste occupé. Ok, merci Vanessa. On va avancer. Alors maintenant, on va voir d'autres points. Oui, la question des heures de diff, puisqu'effectivement, on rencontre des clients qui nous disent mes heures de diff dans tout ça. Aujourd'hui, on voit des personnes qui sont salariées, sont parfois demandeuses d'emploi, et ils n'ont pas utilisé leurs heures de diff. Et aujourd'hui, se pose la question du financement d'une formation ou d'une VAE, d'un bilan de compétences. Elle se pose la question de que sont devenues mes heures de diff dans tout ça. Ouais. Alors, rassurez-vous, les heures de diff ne sont pas perdues. Vos heures de diff, vous avez la possibilité de les enregistrer dans votre compte personnel de formation. Elles sont toujours valables. Par contre, elles ont quand même une date de péremption. Donc, ces heures de diff, les dernières heures de diff ont été cotisées en décembre 2014. Elles sont valables 6 ans, c'est-à-dire que vous avez jusqu'en décembre 2020 pour les mobiliser. Il faut savoir aussi, en petite précision, que les heures de diff et les heures de CPF sont cumulables. Donc, si vous demandez le financement d'une formation, vous pouvez utiliser les deux en même temps. D'accord. Ok, merci Vanessa. Et imaginons, je souhaite savoir, là aujourd'hui, je me dis, tiens, je vais créer mon compte personnel de formation. Je l'ai pas fait le moment venu. Je souhaite aujourd'hui l'activer. Comment je fais pour remettre la main sur ces heures de diff? Est-ce que tu peux nous indiquer sur quel papier ou quelle personne peuvent me renseigner pour connaître les heures de diff que j'avais acquis? Les heures de diff qui ont été acquises, notamment jusqu'en décembre 2014, qui correspondait en fait à la fin du dispositif du DIF. Tu peux nous expliquer Oui, bien sûr. Oui. Alors, ces heures de DIF, vous pouvez les retrouver sur différents supports. Il est tout à fait possible que votre employeur vous ait remis une attestation vous indiquant le nombre d'heures de DIF dont vous disposiez. Cette attestation, en général, elle a été transmise début 2015, courant janvier 2015 pour la plupart des personnes. Si vous n'avez pas cette attestation, vous pouvez aussi retrouver cette information très souvent sur le bulletin de salaire de décembre 2014, voire dans certains cas sur celui de janvier 2015. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne sont plus en poste dans l'entreprise. Dans ces cas-là, cette information a dû être inscrite sur votre certificat de travail. Donc, vous pouvez aussi la retrouver sur ce document-là.
Et puis, si vraiment vous êtes toujours dans l'entreprise et puis vous ne trouvez l'information nulle part, ni sur votre bulletin de salaire, vous ne retrouvez pas d'attestation, peut-être ne l'avez-vous pas eu, peut-être ne l'avez-vous pas conservé. Dans ce cas, vous pouvez revenir vers votre employeur et lui demander cette information-là. C'est très important que vous ayez un justificatif parce que pour mobiliser son droit individuel à la formation, si vous faites une demande de financement de formation, le financeur vous demandera un justificatif. Donc, dans tous les cas, il faut que vous puissiez l'avoir. Merci Vanessa, c'est important de savoir où trouver cette attestation, puisqu'effectivement, lorsque l'on fait une demande sur le site, alors c'est basé sur le déclaratif, hein, dans un premier temps, enfin, on va le voir tout à l'heure, parce qu'on a prévu quelques captures d'écran, mais au moment où on fait la demande, il faut fournir absolument les attestations, donc les attestations d'heures, les justificatifs, donc c'est important de le savoir. Je saisis une question qui m'a été envoyée par Emmanuel via SMS. C'est important de préciser qui sont les conseillers en évolution professionnelle, Oui. quelles sont les structures auxquelles cela correspond. On va essayer d'être le plus clair possible, puisqu'il y a beaucoup de sites également donc, qui définissent ces structures. Je te laisse la main sur cet aspect, Vanessa. Oui. Alors, je pensais effectivement y venir un peu plus tard pour ne pas faire de liste comment dire, de sigles. Mais bon, ceci étant, c'est une bonne question. Tout à l'heure, donc, j'ai parlé des organismes habilités au titre du CEP. J'en ai cité 4. Donc, Atlas Cap Emploi, l'APEC, donc, qui est l'Agence pour l'emploi des cadres, Atlas Cap Emploi, qui est une structure qui accompagne les personnes ayant une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou ayant une demande de reconnaissance en cours. J'ai aussi parlé de Pôle emploi, qui est la structure d'accompagnement de la plupart des demandeurs d'emploi aujourd'hui, et puis de la mission locale, qui, elle, accompagne aussi les personnes en recherche d'emploi et en projet, mais les personnes qui ont entre 18 et 25 ans, en fait. Donc ça, ce sont les 4 structures habilitées donc au CEP que l'on peut solliciter lorsqu'on est en recherche d'emploi. Lorsqu'on est salarié, on peut solliciter, donc ce que Christophe est en train d'écrire là actuellement, un OPACIF. L'OPACIF, c'est quoi? C'est un organisme paritaire agréé qui est chargé de collecter une taxe formation pour financer des dispositifs tels que le congé individuel de formation ou le bilan de compétences. Donc, ces structures, du coup, peuvent accompagner les salariés dans le cadre de leur projet et dans les démarches de demande de financement de formation au titre du CPF. Les salariés, lorsqu'ils ils ont un statut cadre, peuvent aussi mobiliser l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres. D'ailleurs, vous avez une cotisation, hein, vous pouvez regarder sur votre fiche de paye. Donc, vous cotisez à cet organisme, vous pouvez aussi le solliciter. La différence entre le salarié et le demandeur d'emploi, c'est que le demandeur d'emploi, aujourd'hui, si vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes obligé de passer par un CEP pour faire valider votre dossier pour qu'il soit transmis au financeur. Lorsque vous êtes salarié, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire la démarche en direct. Ceci étant, je vous conseille quand même fortement de passer par un organisme pour valider votre projet et vous accompagner dans ces démarches qui, on va le voir un peu tout à l'heure, peuvent être un peu complexes, un petit peu lourdes. Voilà. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Alors, puisqu'on parle des différents organismes, je parle de financeurs depuis tout à l'heure. Le financeur, c'est ce qu'on appelle l'OPCA, c'est l'organisme paritaire collecteur agréé. Donc, voilà un autre sigle. L'OPCA, qui est chargé lui aussi de collecter une taxe formation, la taxe de la formation professionnelle, et qui du coup était chargé de récupérer la taxe au titre du DIF et maintenant au titre du CPF. Donc, lorsque vous sollicitez ce financement, c'est lui qui finance les formations. Il faut savoir qu'il en existe plusieurs et qu'en fonction du secteur d'activité dans lequel vous travaillez ou du secteur dans lequel vous allez travailler, vous êtes rattaché à un OPCA. Voilà, précision. Merci Vanessa pour ces nombreuses précisions. On voit que le sujet est assez complexe. Hein. Tout à fait. Ok, très bien. Là, nous sommes sur notre lancée, on va dire, sur notre webinar. Donc, n'hésitez surtout pas à nous interpeller par SMS. Hein. Il y a des questions qui tombent. Vous pouvez m'adresser un SMS au 06 72 71 69 39.
Vous pouvez également utiliser le chat avec l'icône converser. Vous pouvez adresser une question qui peut être communiquée à l'ensemble du groupe ou choisir un destinataire dans la liste des participants. Bien, écoutez, je vous propose de poursuivre. Nous avons encore de nombreux points à voir. Nous avions prévu en tout cas de nombreux points à voir avec vous et il est important que l'on garde un petit temps de questions-réponses. Après 13h, vers 13h05, on va passer aux questions-réponses. On pourra activer vos micros si vous souhaitez prendre la parole dans le cadre de ce webinaire. Bien, nous allons avancer sur d'autres sujets avec Vanessa. Tu peux nous dire, enfin, on a vu tout à l'heure, tu nous as expliqué que, attention, on ne peut pas se financer n'importe quoi, en fait, avec le DIF. C'est-à-dire, oui, tiens, est-ce que je peux me financer des cours de guitare? Est-ce que je peux le faire avec le CPF? Visiblement, c'est pas comme ça que c'est prévu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et commenter ce schéma, cette slide? Alors effectivement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, toutes les formations ne peuvent pas être financées dans le cadre du compte personnel de formation, contrairement au DIF. Il faut que ces formations soient qualifiantes. Il faut aussi que ces formations soient inscrites sur une liste. Ce n'est pas parce qu'une formation est qualifiante qu'elle est financée dans le cadre du CPF. Donc aujourd'hui, on n'a pas tous accès à toutes les formations et on n'a pas tous accès aux mêmes formations en fonction de son statut, si on est salarié, si on est demandeur d'emploi, en fonction du secteur d'activité dans lequel on travaille, on a accès à une liste de formations éligibles au titre du CPF. Donc on verra ça d'ailleurs un peu plus en détail plus loin. Il y a quand même quelques formations qui sont accessibles à tous. Voilà, quel que soit son statut, quel que soit son secteur d'activité. Donc, le bilan de compétences, qui est un dispositif d'accompagnement au projet. L'accompagnement à la création d'entreprise aussi. Le dispositif d'accompagnement VAE, validation des acquis de l'expérience, qui permet effectivement de valider un diplôme en lien avec son expérience professionnelle. Le permis B, qui est le permis de conduire classique. Et puis, le certificat CLEA, qui est un certificat qui permet de valider en fait des connaissances, des compétences, un socle, ce qu'on appelle un socle, comme par exemple l'utilisation de l'outil informatique. Donc ça, ce sont des dispositifs qui sont accessibles à tous dans le cadre du CPF. Ok, merci Vanessa. Bien, alors maintenant on va rentrer dans la partie plus pratique des choses. Alors, assez succinctement, donc on a vu que les heures sont gérées par la personne, puisque c'est la personne maintenant qui gère son compte. C'est-à-dire qu'au départ, il faut commencer par se connecter, on va regarder ça, on va regarder comment se connecter, c'est quoi ce site, comment il fonctionne. On va regarder. Alors ce site d'ailleurs, moi je le trouve vraiment très bien fait. Il est alimenté de nombreux tutoriels, donc de vidéos, d'explications qui expliquent comment le faire. Et puis les consultants, je pense aux consultants de Catalyst sont habitués à conseiller les clients. En tout cas, on va mettre en lumière ce site, quelques manips de base assez simples à avoir à l'esprit. Donc, on va avancer. Alors, ce site, bien sûr, c'est mon compte formation.gouv.fr, donc un site gouvernemental, donc qui permet de gérer son CPF. Donc, alors, là, on va plutôt s'adresser aux personnes, aux participants qui ne sont pas encore inscrits sur le site, qui le découvrent aujourd'hui lors de ce webinaire. On va s'adresser à ces personnes. Vous allez, Vanessa, je ne sais pas si tu peux apporter un éclairage sur la démarche d'inscription déjà, de quoi on a besoin pour s'inscrire. Alors, déjà, juste pour précision, c'est très simple. Voilà, il ne faut pas avoir d'inquiétude par rapport à l'activation du compte. Alors, ce n'est pas une création puisqu'il existe déjà, mais à l'activation du compte. Donc, ce qu'il faut avoir pour le faire, c'est votre numéro de sécurité sociale. Voilà. Et une adresse mail valide. Donc ça, c'est les deux éléments à préparer avant de vous inscrire sur ce compte. Donc là, vous voyez cette première diapositive, vous avez effectivement les différents champs à remplir. Une fois que vous l'avez fait, vous renseignez des informations vous concernant et notamment concernant votre situation professionnelle et puis vous créez votre mot de passe. Donc en quelques minutes, votre compte est activé.
Une fois que vous l'avez activé, vous allez voir vos heures CPF apparaître. Elles ont déjà été enregistrées. Donc, vous voyez un exemple sur cette diapositive. La personne, donc en l'occurrence moi, parce que j'ai pris une photo de mon compte, donc à 48 heures de CPF disponibles. En revanche, vous voyez, je n'ai pas enregistré mes heures de diff disponibles. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, je vais utiliser l'attestation qui m'a été remise par Catalyst Conseil et je vais cliquer sur le petit bouton ici en violet, vous voyez, et je vais enregistrer manuellement mes heures de diff. Là encore, ça va prendre que quelques minutes. Donc, c'est important de le faire parce que si vous faites une demande de financement de formation et que vous n'avez pas enregistré vos heures de diff, bah forcément, vous ne pouvez pas les utiliser. Ok, très bien. Allez, écoutez, on va progresser donc sur là où on voit concrètement comment créer son compte. J'ai ajouté quelques indications sur les slides. Je vais vous les effacer, ne vous inquiétez pas. On va progresser. On va progresser sur d'autres thèmes que nous avons à voir avec lui. Alors, il y avait la question des, on va dire, du procédé, en fait, des étapes à respecter. Pour rechercher une formation, effectivement. Donc là, on a vu la création du compte, on a vu l'enregistrement du DIF. Et puis, donc maintenant, on va voir comment rechercher une formation. Alors, deux possibilités. Vous allez sur ce site, donc ce fameux site gouvernemental. Vous cliquez sur l'onglet « Je recherche une formation ». Donc là, il faudra renseigner un certain nombre d'éléments concernant votre statut. Est-ce que vous êtes demandeur d'emploi? Est-ce que vous êtes salarié? Peut-être intermittent du spectacle? Votre localisation, c'est-à-dire le code postal de la commune où vous habitez. Et puis, si vous êtes salarié, indiquez dans quelle branche professionnelle vous travaillez. Autre possibilité, bien plus simple, vous avez créé votre compte, et bien vous y accédez directement en renseignant votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe. Dans les deux cas, vous allez arriver sur un moteur de recherche de formation. Donc, vous avez une recherche rapide sur les fameux dispositifs qui sont accessibles à tous, et puis une recherche par mots-clés ou par code CPF pour trouver une formation. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ça, le code CPF? C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Chaque formation qui est éligible au titre du compte personnel de formation dispose d'un code. Si vous avez ce code, vous pouvez aussi rechercher la formation en utilisant ce code dans le moteur de recherche. L'avantage avec ce système, c'est que vous avez accès à la liste des formations qui sont éligibles au CPF pour vous. Donc, du coup, quand vous faites une recherche, vous êtes certain de trouver une formation qui est éligible en fonction de votre profil, on va dire, statut, localisation, etc. Ok, merci Vanessa. On peut donner une petite astuce pour trouver ce fameux code CPF. On voit qu'il y a un moteur de recherche qui est assez bien fait sur le site, mais on peut aussi poser la question directement à l'organisme de formation auquel on s'adresse. Donc ça, c'est une petite astuce importante. Aujourd'hui, les organismes de formation, les organismes d'accompagnement, connaissent le code CPF sur lequel leur action de formation est référencée. Donc, cela peut être une démarche très facilitante pour connaître assez rapidement ce fameux code CPF dont on va avoir besoin, puisqu'il doit être renseigné dans le site. Voilà, écoutez. Oui, tu fais bien de le préciser, Christophe, parce que du coup, ce site permet de rechercher une formation, mais il faudra encore trouver l'organisme de formation qui propose cette formation près de chez vous. Donc, ce qui veut dire prendre contact avec les organismes de formation, ce qui veut dire peut-être comparer aussi l'offre de formation. Et puis, élément essentiel, demander un devis et un programme de formation parce que ce seront des supports dont vous aurez besoin pour réaliser votre demande de financement de formation. Les organismes indiquent systématiquement le code CPF, d'ailleurs, sur le devis de formation aujourd'hui. Ok, merci. Ok, merci. Bien, on va aborder maintenant on va dire un cas pratique, quoi. Vous avez un projet de formation, à vous de jouer, on va appeler ça comme ça. On va rentrer dans le montage en fait, des éléments dont on va avoir besoin pour monter ce projet. Alors assez rapidement, puisque je vois l'heure qui tourne et on risque de manquer de temps pour les questions-réponses. Donc on vous propose d'aborder un cas concret.
Alors effectivement, vous avez créé votre compte, enregistré vos heures, trouvé la formation, l'organisme de formation. Donc il vous reste à créer votre dossier de formation. Donc pour cela, vous allez sur votre compte personnel de formation, vous cliquez sur l'onglet Créer un dossier de formation et puis vous complétez les différents champs du formulaire en utilisant bien entendu le devis et le programme que vous a transmis l'organisme de formation. Ça, c'est très important puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont présents dont vous aurez besoin. Petite précision, si vous êtes salarié et que vous souhaitez faire cette formation hors temps de travail, que vous ne souhaitez pas du coup que votre employeur soit informé, c'est possible. Mais dans le formulaire, quand vous verrez cette phrase apparaître « Je souhaite faire une formation en accord avec mon employeur », il faudra cocher « Non ». Dans ces cas-là, vous pourrez mobiliser la formation. Votre employeur ne sera pas informé. Par contre, attention, celle-ci devra impérativement se dérouler hors temps de travail. Donc ça, c'était une petite précision. Très bien, merci Vanessa. On va progresser dans notre cheminement. Alors, nous avions encore des points à vous proposer sur ce sujet. Un diagramme rapide. Alors, nous pouvons mettre à votre disposition, si vous le souhaitez, le support de la présentation. Bien sûr, vous pourrez échanger avec nous à la suite de ce webinaire, par mail ou en nous contactant directement. Donc, pas d'inquiétude. C'est vrai que par rapport au temps imparti, nous sommes obligés de passer plus rapidement sur certains sujets. Cette slide représentait en tout cas les documents, on va dire, importants lorsque l'on un dossier de formation. Donc, c'est un dossier administratif qu'il faut monter. Et donc, il est normal, en fait, de prévoir des pièces. Donc, vous avez une demande de gestion. C'est une pièce importante, un devis, un programme et un justificatif des heures, donc des heures à fournir. Vanessa, est-ce que tu souhaites apporter un éclairage? Une petite précision, c'est très important. Créer le dossier sur le compte personnel de formation ne suffit pas à faire une demande de financement de formation. Aujourd'hui, cet outil n'a pas pour vocation de transmettre votre demande aux financeurs. Il faut en parallèle transmettre un dossier de formation, de financement de formation à l'OPCA. Donc la demande de gestion, la fameuse demande de gestion, c'est ce dossier de demande de financement de formation. Il faut impérativement joindre le devis, le programme et le justificatif de vos heures de diff. Mais en tout cas, la demande via votre portail ne suffit pas. Il faut transmettre cet autre dossier. Alors, petite précision par rapport au schéma, effectivement, juste rapidement. Si vous êtes salarié, que vous le faites sur temps de travail, vous devez passer par l'employeur, c'est lui qui transmet au financeur. Si vous êtes salarié et que vous le faites hors temps de travail, vous pouvez ou vous faire accompagner d'un organisme habilité au titre du CEP, donc on l'a vu tout à l'heure, au passif ou l'APEC, si vous êtes cadre. Et du coup, celui-ci aussi vous aide à transmettre votre dossier au financeur. Mais vous pouvez, vous aussi, en tant que salarié, transmettre directement ce dossier au financeur. Sachez que sur le site moncompteformation.gouv.fr, vous avez un formulaire de demande de gestion que vous pouvez utiliser directement pour transmettre au financeur. Dernière précision, si vous êtes demandeur d'emploi, donc là, vous êtes obligé de passer par un organisme habilité au titre du CEP. Et cet organisme fait lui-même la demande auprès du financeur. Ce n'est pas vous qui montez le dossier, vous apportez simplement les justificatifs de vie, programme et heures de diff à fournir. Juste une petite aparté, si vous êtes adhérent au contrat de sécurisation professionnelle, c'est un cas un petit peu à part, vous avez un conseiller référent qui est soit CSP, soit un organisme privé. Donc là, c'est pareil, c'est lui qui monte le dossier de financement, donc il faut absolument passer par lui pour mobiliser son CPF et son DIF. Voilà. Merci Vanessa. Ce qu'on retient dans ce schéma, c'est le caractère central de l'OPCA, qui est l'organisme qui en fait va financer au bout du compte. Donc, ce que l'on retient par rapport à ce que tu dis, c'est effectivement donc déjà le caractère central de cet organisme dans la demande. Et surtout, donc la demande doit être faite en ligne via le site, mon compte personnel de formation. Et ce que tu recommandes, toi, c'est de dédoubler la demande auprès de l'OPCA.
Attends, je t'active son micro. Oui, c'est pas tout à fait une recommandation, c'est une nécessité en fait. C'est-à-dire que les deux sont indispensables. Vous devez à la fois créer votre dossier sur le site du compte personnel de formation parce que c'est de cette manière que vous autorisez le financeur à utiliser vos heures de DIF et de CPF. D'ailleurs, à un moment, on vous pose clairement la question et vous devez l'autoriser pour que ce soit fait. Et puis, donc le dossier est transmis directement au financeur. Donc, cette fameuse demande de gestion est aussi nécessaire parce que c'est ça qui permet au financeur d'instruire votre dossier et ensuite d'aller valider le prélèvement de vos heures sur le compte personnel de formation. Donc, les deux sont à faire, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Merci beaucoup Vanessa. Bien, on voit que le sujet est dense, il y a beaucoup de points à voir. Nous avons légèrement débordé sur le temps questions-réponses. Moi, je vous propose d'activer les micros. Donc, je vais couper le partage d'écran et puis nous allons activer les micros. Alors, voilà, une petite seconde, le temps d'arrêter le partage d'écran. Je vais afficher donc le visage des différents participants. Voilà, et puis vous avez la possibilité de poser vos questions. Voilà, je prends une petite minute pour activer vos micros. Bien. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez voir traitées dans le cadre de ce webinaire? Ne soyez pas timide, on est là pour ça. Vous pouvez également converser dans le chat, poser des questions dans le chat si votre micro ne fonctionne pas. Vous pouvez tout à fait interagir avec nous dans le chat ou en nous adressant un SMS. On va peut-être prendre une question. Moi, j'ai pas de questions. Pas de questions particulières? Non, ça a été assez clair. Assez clair? Oui. D'accord, très bien, merci. Bon, merci. Mais je vous en prie, écoutez. On a une question, pardon. Oui, je t'en prie, Vanessa, bien sûr. Alors oui, si vous êtes embauché dans le secteur public, oui, vous conservez… Peux-tu, Vanessa, rappeler la question pour oui, pardon. Alors la question, c'est si je suis embauchée dans le secteur public, est-ce que je conserve mon CPF? Alors j'imagine que vous posez la question parce qu'actuellement, vous travaillez dans le secteur privé. Alors que ce soit tout changement de situation permet de conserver son CPF aujourd'hui, que vous changez de poste, que vous changez d'entreprise, que vous perdiez votre emploi. Si vous changez de secteur, effectivement, que vous passez du privé au public, vous conservez votre CPF. Si vous êtes donc actuellement demandeur d'emploi et que vous allez travailler dans le secteur public, si vous avez déjà acquis du CPF, vous le conservez également. Votre compte, en fait, est rattaché à vous et pas à l'entreprise ou à la structure dans laquelle vous travaillez. Donc, il vous suit tout au long de votre carrière, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Et aucun événement, et notamment la perte d'emploi, ne vous destitue de vos droits au compte personnel de formation. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Ok. Très bien, merci Vanessa. Écoutez, on avait… alors, je veux bien on peut traiter une dernière question, on prend une petite minute si elle est assez courte. Voilà, s'il n'y en a pas qui apparaissent, on va… je vois une question qui apparaît d'une certaine Emmanuelle S. Donc, on se demande qui c'est. Alors, oui, effectivement, parce qu'on a juste les noms ou les pseudos des participants. Donc, est-ce qu'on acquiert des heures pendant qu'on est demandeur d'emploi? Vanessa, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors non, on n'acquiert pas d'heures au titre du CPF lorsqu'on est demandeur d'emploi. On acquiert des heures lorsque l'on travaille, lorsqu'on est salarié, que ce soit du secteur privé ou du secteur public. Il y a certains événements de vie aujourd'hui qui nous permettent aussi de continuer à cotiser au titre du CPF. Par exemple, le congé maternité, le congé d'adoption, un arrêt maladie suite à une maladie professionnelle ou un accident de travail.
voilà, permettent de continuer à cotiser au titre du CPF. En revanche, lorsque l'on perd son emploi, donc on conserve les heures acquises, mais tout le temps où on est demandeur d'emploi, eh bien, on n'en cotise pas de nouvelles. Voilà. Ça répond à votre question, Emmanuel. Très bien, merci Vanessa. Pour respecter le contrat qu'on avait fixé donc, auprès des différents participants, on avait prévu 45 minutes de webinaire, donc pour que chacun ait le temps de déjeuner. Je vous remercie, je vais remercier Vanessa en premier lieu, qui a souhaité on va dire, répondre à ces questions sur ce webinaire. Donc je précise qu'il est enregistré, que nous allons donc mettre à la disposition donc de tout public cette vidéo, ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Je remercie les participants. Donc j'espère que vous avez trouvé des réponses et un intérêt à ce webinaire. Bien sûr, chacun, on le voit, est assez particulier. On a essayé d'aborder les règles générales par rapport au CPF. Et maintenant, on s'aperçoit que généralement, c'est quand on a un projet de formation, lorsque l'on souhaite déclencher des choses, que là, eh bien, on a besoin de réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher alors soit de Vanessa, soit de moi par rapport aux questions que vous pourriez vous poser. Je vais juste, on va dire, rappeler que les consultants de Catalyst sont à votre disposition pour vous renseigner sur tous ces aspects, puisqu'on fait ça quotidiennement. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Nous programmerons d'autres webinaires sur cette même configuration. Donc, on commence cette année 2018 avec ce premier sujet. On n'a pas objectif d'en traiter d'autres, donc n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à nous poser vos questions s'il y a des thèmes que vous souhaitez que l'on aborde dans le cadre de ce type de réunion, de formation. Eh bien, on sera ravis de recevoir vos idées et puis d'y répondre. Merci à toutes et à tous. Merci Vanessa. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bien, je vais maintenant fermer la salle de réunion. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.